Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Si vous avez une connaissance de ce cycle, de ces ateliers de réflexion et de partage, c'est à l'invitation de la CCBF, ou Conférence des baptisés, dont j'ai la responsabilité de la présidence en ce moment, et qui a voulu que la CCBF, dont la vocation est d'un peu de faire prendre conscience aux baptisés de leurs responsabilités, autant dans l'Église que dans leur vie civile, de faire prendre conscience que du côté de la paix, nous avions aussi des obligations. Nous avons une sorte d'exigence de construction de la paix, parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que la paix qui allait de soi à ma génération ne va plus de soi pour la génération qui suit, et que par conséquent, il fallait qu'on se laisse travailler pour essayer de vivre en paix et qu'on travaille cette notion si complexe, si fugitive parfois. Et donc, c'est l'année dernière que nous avons décidé de commencer à réfléchir sur la violence, parce qu'il nous paraissait que la violence était la réflexion sur la violence était la condition de toute réflexion sur la paix. Et nous avons commencé l'an dernier par essayer de réfléchir sur la violence personnelle, la violence individuelle ou violence psychique, celle que l'on porte en soi et dont on gratifie notre entourage, malgré nous, souvent. Et la personne qui a accepté d'être l'élément moteur de ces ateliers est Nicole Jamet, qui est parmi nous ce soir encore, avec fidélité, et qui est psychanalyste et qui a travaillé sur des notions très passionnantes pour la vie de tout le monde, comme l'ambivalence, la jalousie, l'emprise, la violence d'indifférence aussi. Je me souviens combien on a été tous impressionnés de voir que l'indifférence était une violence. On ne s'en rend pas toujours compte, mais effectivement, ça a été un choc pour les participants de cette soirée. Bon, donc il nous a paru au terme de cette année important d'aborder le côté le deuxième volet de la réflexion, qui est quelque chose sur les violences collectives ou en société ou sociétales. Bon, je ne sais pas quel est le mot le plus approprié. Et plus Agnès et moi nous rentrions dans cette petite réflexion préalable, plus nous nous sommes rendus compte que c'était un sujet lourd et qu'il nous faudrait plutôt 2 années qu'une pour arriver à tourner autour de cette notion. Bon. Et toujours selon le même principe que Agnès va vous rappeler dans un instant, nous avons décidé de commencer quand même, peut-être dans un ordre qui, de temps en temps, ne sera pas forcément le plus adapté, mais il y a aussi à tenir compte de nos intervenants, parce que cette fois, nous ne pouvons pas nous reposer sur un seul intervenant, ce que nous avions fait avec beaucoup de plaisir l'an dernier. Là, il nous faudra rassembler des compétences venues d'horizons différents. La violence économique, la violence au travail, la violence dans la famille, la violence à l'école. Voilà, il y a différents aspects de cette violence qu'il faudra essayer de regarder. Bon. Voilà le projet général de l'année. Je pense que nous avons pris l'habitude de construire cette réflexion en 4 temps. Je laisse Agnès vous l'exposer. Et nous avons aussi décidé de demander à chacun une petite contribution de 10 €, sauf situation difficile, bien entendu, pour l'organisation de cette soirée. Voilà, je laisse Agnès avancer et vous présenter nos 2 intervenants. Merci Anne. Alors, pour quelques-uns d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore bien le principe de l'atelier, il y a 2 points saillants que je me permets d'ajouter pour compléter ton introduction, Anne.
Tout d'abord, si cultiver la paix s'inscrit dans la mouvance du dialogue interreligieux, sa spécificité, c'est de faire dialoguer les religions et les sciences humaines. Donc c'est là que nous apportons quelque chose qui est moins classiquement développé dans le dialogue interreligieux. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ce cycle que tu as très bien présenté sur les violences sociétales, il est co-construit avec l'association Coexister. Donc ça, c'est important aussi. Donc Coexister nous rejoindra petit à petit. Vous voyez que nous commençons humblement l'année, puisque suite aux impératifs des uns et des autres, nous n'avons pas réussi à nous réunir aussi nombreux que d'habitude. Donc David, tu es politologue, diplômé de McGill et Sciences Po. Voilà, tu es surtout, c'est comme ça que nous avons connu, auteur et porteur d'un livre très personnel qui est une introduction comparée aux 3 traditions abrahamiques. Voilà. Tu enseignes les sciences politiques dans différentes écoles. Et tu vas nous introduire à ce sujet vaste et délicat, les violences sociétales. Tout à fait. Peut-être un mot sur l'organisation, les 4 temps éventuellement. Ah oui. Alors, le concept de l'atelier, c'est 3 temps. Un premier temps, un enseignement par le biais de 2 regards qui se croisent, un regard croisé. Deuxième temps, un partage que nous animerons. Et troisième temps, un échange autour d'un verre. Très bien. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici ce soir parmi vous. Merci donc, à la CCBF et donc à Agnès de m'avoir convié ce soir. Je suis ravi de discuter ou de co-présenter cette première session avec le père Masson, que vous connaissez sans doute, qui est vicaire à Saint-Eustache, comme on disait. Donc, d'après ce qu'on m'a demandé, j'ai la lourde tâche de commencer et d'introduire le thème. Je vais donc le faire. Il s'agit de violence en société. Alors évidemment, la grande difficulté dans n'importe quelle conversation, c'est de savoir de quoi l'on parle et de définir ce qu'est la violence et ce qu'est la société. La violence, en particulier en sociologie et en philosophie, est difficile à définir. Je suppose que vous avez pu sans doute le noter l'année dernière, lors du cycle dernier. Excusez-moi s'il y a des répétitions. On a une base qui est une base latine, violentia ou violare, ça dépend si vous choisissez le nom ou le verbe. Les deux proposent l'idée d'une force au départ, donc la force vis, qui est une force irrésistible, qui n'est pas forcément négative, mais qui, comme elle est irrésistible, devient très rapidement transgressive, voire profanatrice. Et en fait, la violence, au départ, étymologiquement, c'est l'idée d'une profanation, c'est-à-dire l'idée d'aller à l'encontre de la mesure, de l'ordre, de la loi. Et c'est en cela que c'est intéressant, puisque à partir de là, il y a une idée au niveau politique faite d'une décision du plus grand nombre de ce qui sera violence et de ce qui sera force, de ce qui sera finalement une violence qui est considérée comme positive à l'intérieur de la société et de ce qui sera donc une violence qui sera considérée comme destructrice, transgressive et qui, la plupart du temps, doit être envoyée en dehors de la société. Et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir des forces de police, des forces militaires qui viendront et qui essaieront d'imposer un ordre unique dans une société commune. Alors qu'est-ce que c'est que la société ? La société, ce sont des gens qui décident de vivre ensemble autour d'un commun. Le tout, c'est de savoir comment définir ce commun, et là-dessus, je n'irai pas dans plus de détails que cela. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, les sociétés divergent, et à partir de ce moment-là, l'idée que l'on peut avoir d'une société, c'est finalement un groupe d'êtres humains, et un groupe d'êtres humains qui décident de vivre ensemble. Et cette vie ensemble se fait autour d'un certain nombre de normes, de lois, je le répète, et ces normes et ces lois sont soit des lois ou des normes
implicites, soit des normes et des lois qui sont explicites. Plus la société est vaste, plus les lois sont explicites. Moins elle l'est, plus elles sont implicites, puisque, en fait, par la communauté, la vie ensemble, eh bien, on sait ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui finalement est acceptable et ce qui l'est beaucoup moins. Donc, à partir de là, on a une idée, en fait, de construire, face à quelque chose qui est perçu au niveau de la sociologie et de la science politique comme inhérent à l'être humain et aux sociétés humaines, la fonction de construire un ordre et une loi. Et ensuite, de faire respecter cet ordre et cette loi. Et l'idée de la religion, puisqu'il y a toujours un pont à faire avec le religieux dans ce cycle de conférences, c'est que la religion, au niveau très amoral des sciences politiques, la religion est là pour, le plus souvent, légitimer l'ordre qui sera donné à la société. Et cette légitimation, la plupart du temps, se fait partiellement en accord et partiellement en concurrence avec le pouvoir civil. Et c'est là où vos souvenirs, donc sans doute encore très présents, donc d'histoire ou autres, vous rappelleront que, par exemple, dans l'histoire de France, mais dans l'histoire de la plupart des pays, vous avez une longue lutte entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux pour savoir qui l'emporte sur l'autre. Alors évidemment, il y a une idée donc, de pouvoir personnel, savoir qui va imposer un ordre et une morale, finalement quel sera l'angle, le biais qui sera choisi, mais derrière il y a aussi l'idée de savoir finalement comment est-ce qu'on construit la norme et comment celle-ci évolue. Parce qu'il ne faut pas oublier que si la norme au départ donc, peut s'expliciter, ensuite au fur et à mesure de l'histoire, par les contextes, la jurisprudence, si vous voulez, si on part en termes légaux, bien par la jurisprudence, vous allez avoir une évolution. Et cette évolution va emmener la norme à petit se transformer. Et évidemment, si cette norme est sacrée, eh bien là, on se retrouvera face à des points de tension qui seront des points de tension importants. Comment respecter ce qui était ordre sacré initial et puis l'adapter à finalement une forme de modernité. Chaque époque ayant évidemment le même genre de défi auquel il doit répondre. Alors, le grand penseur de la violence, c'est un penseur assez connu, il est florentin et c'est Machiavel. Donc Machiavel est quelqu'un qui est le premier à véritablement, au niveau de la société, de l'ordre et du droit, à s'être concentré sur la question. Bien évidemment, si vous avez lu Platon, le fait est qu'il en parle déjà, Aristote également, mais il ne parle pas particulièrement de la violence pour la société dans son ensemble, mais beaucoup plus de la violence personnelle. Que doit-on faire par rapport à, finalement, quelqu'un qui commet un acte, qui est un acte qui sera considéré comme transgressif par le reste de la société. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Et vous vous souviendrez que quand Socrate décide d'accepter le jugement des citoyens d'Athènes, finalement, il accepte la norme qu'il considère plus sacrée que sa propre vie, et en fait, il meurt pour la société. Donc nous avons des exemples préalables. Mais Machiavel est vraiment le premier à commencer à se concentrer sur la question. Et quand il écrit donc, pour essayer de donner les meilleurs conseils possibles à son prince, il essaye de donner une idée de comment utiliser la violence au mieux par le pouvoir et comment en même temps comprendre cette violence. Et pour lui, il estime que la violence se base sur un fait unique qui est, au départ, initialement, la peur de la mort, qu'il considère comme la plus grande des violences, la plus grande des transgressions, la plus grande des profanations. Ce qu'il dit n'est pas particulièrement nouveau aussi, hein, là-dessus aussi il construit quelque chose, mais c'est le premier à l'écrire et à construire sur cette idée que, en fait, parce qu'il y a cette peur de la mort, les hommes, les êtres humains, vont accepter de laisser de côté une part de leur liberté pour vivre ensemble et vont accepter que quelqu'un d'autre les guide
parce que cela les protégera, cela reculera un peu les dangers du monde, le chaos du monde, qui amène plus rapidement la plus grande des violences, qui est la mort. Et là-dessus, si vous entendez ce que je viens de dire, en fait, vous avez aussi la base du contrat social de Rousseau. C'est-à-dire que tant Hobbes, avec le Léviathan, qu'un peu plus tard Rousseau, avec le contrat social, vont expliquer en fait la même chose à partir de leur lecture de Platon, de Aristote et en fait de Machiavel aussi, en particulier Hobbes. C'est-à-dire qu'ils vont expliquer que si l'idée d'être ensemble fonctionne, c'est parce que tout simplement nous avons peur de la mort et que cette peur donc nous entraîne à partir de là à accepter de négocier des règles qui seraient sinon uniquement les règles de nos propres égoïsmes et de nos propres intérêts. Donc de manière assez connue, Machiavel dira « Pour cesser d'avoir peur, les hommes croient bon de faire peur ». Et pour lui, faire peur, c'est la base de la loi. C'est-à-dire que pour la première fois, il réfléchit sur ce qu'est vivre en commun et il estime que toute loi et tout gouvernement commence au départ par une violence. Mais cette violence est acceptée par le plus grand nombre parce que tout simplement cette violence permet ensuite de faire reculer l'ensemble des violences qui menacent l'être humain. Donc, le fait est qu'il estime déjà qu'il est difficile de définir justement le thème de cette soirée. Et il écrira que ce n'est pas la violence qui restaure qu'il faut condamner, mais la violence qui ruine. Et là-dessus, on retrouve cette problématique et cette tension jusqu'à aujourd'hui. Remarquez d'ailleurs que je ne suis pas le premier à hésiter à donner une définition, puisque d'autres bien plus profonds et donc plus connus que moi, comme par exemple Georges Sorel ou Hannah Arendt, ont écrit des livres, des traités sur la violence, et à aucun moment dans ces traités, ils ne donnent de définition précise. Parce que justement, vous avez cette ambivalence. Et cette ambivalence, c'est de dire qu'en fait, l'acte de violence peut être malgré tout positif. Alors, donnons un exemple, parce que finalement, on n'est pas tout à fait sûr de savoir de quoi l'on parle. Si on pense à un chirurgien va planter le stylet, le scalpel en vous, va vous ouvrir, va commettre une suite d'actes violents pour vous sauver. Et parfois, vous resterez sur le billard et donc terminerez finalement au cimetière, mais c'est un risque que vous prenez parce que la violence qui est mise en place est une violence que l'on considérera comme positive. De la même manière, si vous allez par exemple sur un ring de boxe, est-ce que véritablement la personne qui vous frappe ou que vous frappez, est-ce que c'est une violence qui est inacceptable ? Eh bien, par rapport au sport, vous allez avoir justement cette forme de tension, à savoir que peut-on accepter et qu'est-ce qui est véritablement inacceptable. Bien, là se trouve justement cette difficulté. Et derrière, si vous pensez aux questions de justice, est-il somme toute immoral de condamner quelqu'un qui a volé, de condamner quelqu'un qui a assassiné, et comment le condamner ? Parce que l'enfermer est une forme de violence, et évidemment, le tuer l'est plus encore. Mais vous avez encore aujourd'hui une multitude de sociétés, pas les sociétés européennes, mais une multitude de sociétés qui estiment finalement, face à un crime, la réponse est, si on est sûr de la culpabilité de l'assassin, de le supprimer. Et ça se trouve justement à la limite de la réflexion qu'on peut avoir par rapport à la violence. Donc en fait, cette violence, elle va s'exprimer le plus souvent au travers des gens qui transgressent, qui profanent ce qui est sacré dans la société. Donc à la fois les tabous de la société et en même temps sur ce qui est transgressif par rapport à cette société. Et ce qui est transgressif va varier grandement au cours des siècles, dans d'ailleurs un même endroit. Les lois et ce que nous considérons comme choquant changent entre donc, hier et aujourd'hui, disons décennie par décennie, et à partir de ce moment-là, on verra justement que
l'ensemble des gouvernés et des gouvernants se concentreront et redéfiniront la violence, souvent décennie par décennie. Si on prend l'histoire de France et qu'on regarde rapidement les unes des journaux dans les années 1960, on remarque que la violence pour l'ensemble des journalistes et de la société en général, les lois qui sont passées, c'est par rapport à une violence révolutionnaire. Pensez à l'année 68. Si vous regardez dans les années 70, la violence, c'est une violence criminelle. C'est la peur qu'on peut avoir dans la rue, c'est donc les gens qui vont en abattre d'autres, qui dévalisent des banques, que sais-je encore. Dans les années 80, c'est la violence du terrorisme. Dans les années 90, on revient à une violence qui est beaucoup plus la violence en fait dans les écoles et on commence à réfléchir sur la violence de la société par rapport à ces minorités. Ce qui est intéressant d'ailleurs puisque à partir de là, on réfléchit à un point central qui est la norme ou l'ordre en fait s'adresse au plus grand nombre. Mais que faire des minorités ? Que faire des marges de la société ? Comment fait-on finalement pour tolérer ces marges et en même temps, comment fait-on pour ne pas user de trop de violence par rapport à celle-ci ? De manière assez intéressante, Machiavel déjà commence à y réfléchir. Bon, pour lui, de manière très amorale, il explique à son prince qu'il vaut mieux utiliser les marges parce que finalement, elles sont plus utiles à être utilisées comme bouc émissaire que finalement à protéger. Ensuite, ça change. Mais vous allez avoir, à partir de là, une forme de réflexion pour essayer de construire qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est tolérable. Et de manière assez intéressante, dans les années 90, on commence vraiment à y réfléchir. Dans les années 2000, on parle toujours de violence terroriste, c'est évidemment au 11 septembre 2001, et puis on parle alors beaucoup plus du retour de la guerre, et parallèlement aussi des violences personnelles. Et puis, dans les années 2010, nous y sommes, donc c'est un petit peu difficile pour moi de faire un résumé, mais je pense qu'on peut parler sans aucun problème de la suite des thèmes des années 2000. Après, pour les spécificités, il faudra que nous nous réunissions dans 7 ou 8 ans, et puis là, on pourra en parler. Donc, vous avez à partir de là, finalement, une réflexion qui est continue et qui est intéressante parce que, comme vous pouvez le constater, vous allez avoir finalement une forme de changement par rapport à la définition initiale du sujet qui nous réunit, et en même temps, évidemment, de changement par rapport aux réponses que l'on peut apporter à cette question majeure. Alors, je vais quand même essayer d'apporter quelques réponses, et les réponses que je vais essayer d'apporter, c'est toujours par rapport, alors d'une part, à l'idée de savoir qu'est-ce que ça signifie de vivre en commun. Malheureusement, la science politique est plutôt un domaine qui est relativement pessimiste sur l'espèce humaine. Et en fait, si vous lisez tous les grands auteurs sur le sujet, Max Weber en premier, le grand sociologue allemand, Durkheim aussi, le grand sociologue français, les deux estiment que, en fait, le domaine politique ignore la vérité objective et que c'est beaucoup plus l'ère du soupçon qui est le seul moyen de préserver sa condition. Alors, pour être plus explicite, ça signifie en fait que la politique, vivre en commun, n'est pas tant une question de vérité qu'une question de perception. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à vivre tous ensemble et ensuite on va percevoir qu'est-ce qu'on estime comme plus important et moins important. Dans le fond, il va y avoir une discussion continue, un dialogue, parfois très polémique, pour savoir quelles sont les priorités que doit donner la société. Et c'est là où, justement, tous les groupes religieux, dans une société qui serait plurielle, vont essayer de confronter leurs idées de manière, d'ailleurs, plus ou moins pacifique. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir décider si on considère la manière, les solutions prônées par une personne qui est en désaccord avec vous, comme étant un autre qu'on peut écouter, ou comme étant quelqu'un qui est vraiment extérieur à sa société. Avec toujours comme tentation de diaboliser la personne qui est face à soi.
Donc la personne qui en philosophie en parle le mieux, c'est donc deux personnes, je dirais, mais c'est Lévinas d'une part, qui parlera beaucoup d'altérité, je suppose que vous avez pu en discuter l'année dernière, et puis c'est Eric Weil, au niveau de la philosophie politique, qui en parlera aussi, donc pas mal, du côté de la science politique, où il va y avoir justement cette idée que si vous considérez l'autre comme un égal, alors à partir de là, vous remplacez la violence par le dialogue. Si en revanche vous arrêtez de considérer l'autre comme un égal, dans ces conditions, le dialogue ne peut mener qu'à la violence. Puisque à partir de là, vous considérez qu'il y a une forme de hiérarchie, la personne se sentira privée de ses droits et cette privation mènera à une réaction qui la plupart du temps sortira des normes de l'acceptable. Et c'est en cela que vous aurez à partir de ce moment-là une révolte, une révolution ou des tensions très fortes à l'intérieur de la société. Donc, vous aurez finalement, pour résumer, un discours qui est un discours de choix. Et ce choix est de savoir s'il est préférable donc d'avoir une discussion, un dialogue continu, et donc bien évidemment dans cette assemblée, il semble que ce soit le choix qui a été fait, ou bien alors s'il s'agit de clore tout dialogue et d'avoir recours à une violence qui, à partir de là, et c'est intéressant, sera considérée par l'ensemble de la société, en tout cas sa majorité, le plus souvent comme légitime, et souvent, derrière cette légitimité, il y aura une idée de sainteté, c'est-à-dire qu'on essaiera de sanctifier la violence, on la percevra comme purificatrice. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a une tension très intéressante, parce que dans toutes les sociétés, vous aurez ce déséquilibre, finalement, qui est un déséquilibre continu. Donc, le tout est de bien comprendre qu'il est, en tout cas en sciences politiques, considéré comme extrêmement naïf de dire que la violence peut être expulsée en dehors de la société. En fait, elle ne l'est jamais. D'une part parce qu'on estime que les êtres humains se retrouvent finalement suffisamment confrontés à une multitude de choix qui amènent une certaine gêne, et cette gêne peut amener un sentiment de privation, et à nouveau ce sentiment de privation ou de rejet amène le plus souvent à une violence, enfin à l'usage d'une force. Ça peut être par le langage ou ça peut être ensuite une force physique. Le tout est d'essayer de repérer quels sont les usages de force qui sont les plus négatifs, qui sont finalement, sans illusion, celles qui amèneront plus de problèmes à la société dans son ensemble qu'à l'individu en particulier. Et c'est là où peut-être, et je laisse ça donc pour votre réflexion, c'est là peut-être qu'on se retrouve face à une question assez intéressante, face à une idée de collectivité, face à une idée d'individualité. C'est-à-dire que le plus souvent, nous vivons dans des sociétés qui sont très individualistes, et en tant que société très individualiste, eh bien, on va avoir tendance à mettre d'abord en avant les droits de tout un chacun avant les droits de la collectivité. Et c'est très bien, mais ça affaiblit le collectif. Et là, je vais m'éloigner un tout petit peu donc, de philosophie et de sciences politiques occidentales pour aller très brièvement en Orient. Si on va voir quelqu'un comme Confucius et comme Lao Tse, les deux grands pères de la pensée chinoise, vous pouvez remarquer tant dans la pensée de Lao Tse que dans la pensée de Confucius, deux idées. La première est que le pouvoir corrompt, donc là, à ce niveau-là, je pense qu'on peut la retrouver chez nous aussi. Et donc la deuxième, c'est qu'en fait, la volonté individuelle de vouloir finalement faire et suivre ce que l'on croit et ce que l'on pense juste peut être très positive, mais va séparer des autres. Et alors, si vous êtes Lao Tse et que vous êtes favorable à un érémitisme, donc c'est parfait, vous vous séparez des autres et puis vous réussissez à finalement par vous-même, en vous séparant, créer votre propre société intérieure et petit à petit vous vous liez à finalement un espace qui est l'univers et ça fonctionne bien comme ça. Et si vous êtes
Confucius, alors vraiment le philosophe politique par excellence. En revanche, c'est très mauvais. Et donc, à partir de là, on va vous demander de bien vouloir garder votre place, de vous améliorer, mais de vous améliorer en respectant les rites et les hiérarchies d'une société qui vous précède. Et en fait, c'est cela que l'on retrouvera dans ce qui est souvent prôné implicitement par tout gouvernement, qui est « soyez aussi libre que possible », du moment que vous ne remettez pas en cause les règles de la société, et si vous souhaitez discuter ces règles, faites-le par un certain nombre de canaux que nous vous proposons et qui souvent sont liés à des élections. Donc, si on est dans une société démocratique. Donc, vous allez avoir à partir de là, je suppose, une forme d'introduction générale par rapport à ce qu'est le thème de la violence et de la société. Remarquez que, donc, je peux revenir, si vous voulez, sur la fonction des églises et des religions dans celle-ci, mais je pense que mon confrère, finalement, le père Masson en parlera aussi bien, sans doute différemment de moi, et donc j'attends avec plaisir vos réflexions. Merci de votre attention et n'hésitez pas, je peux revenir sur un point ou plusieurs autres si jamais quelque chose n'était pas clair. Alors, simplement, je me permets quand même de vous présenter Gilles Hervé, qui est déjà venu tout au long de notre premier cycle, qui est, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, vicaire à Saint-Eustache, mais d'abord dominicain, prêtre, ayant œuvré longtemps aux éditions du Cercle, pas mal publié, en particulier dans le cadre de ses revues. Puis vous travaillez d'ailleurs actuellement un ouvrage sur le thème de la violence. Nous attendons que vous illustriez la question. C'est pas exactement concerté tous les deux, mais enfin je peux repartir aisément de ce qui vient d'être dit en le prenant évidemment à mon niveau, dire cadre d'analyse qui a été proposé. J'étais très rassuré d'entendre qu'il y avait quand même un souci de définition pour savoir sur quel périmètre, au singulier ou au pluriel, on se meut. Et en ce qui me concerne, je le prends comme un religieux. Pour le coup, c'est même un petit peu délicat, parce que c'est assez frappant de se dire que là d'où je parle, comme on dit parfois, je suis un religieux catholique dominicain. C'est pas complètement neutre. Enfin, quand on songe à là d'où on vient, quand on songe aux ordres sociopolitiques qui ont pu être construits, à la contribution qu'on a pu faire à tout cela, c'est pas complètement neutre de prendre la parole sur tous ces sujets. Alors, dans un cycle précédent, je repars un peu d'un bout de chemin qu'on a déjà fait. Dans un cycle précédent, on s'était surtout arrêté à des considérations sur des violences entre le je et le tu. On était sur un périmètre qui mettait en présence des sujets, des histoires croisées, pour le bien ou pour le mal, d'égaux, avec toutes leurs interactions. Peut-être que c'est ce qu'on maîtrise le plus, et ce que vous disiez à la fin, on peut porter à y penser, dans un monde qui pense beaucoup, cachez-nous, qui pense beaucoup par rapport au sujet, au fond, c'est en présence d'abord de ça qu'on se trouve. Peut-être que c'est cela qui nous apparaît comme le plus maîtrisable. Mais alors qu'est-ce qu'il en est quand on en vient à parler d'un nous? D'un parler aussi du coup c'est plus je et tu, c'est nous et eux. Ça me semble se compliquer beaucoup, parce que ça nous met en présence de ce que j'appelle des constellations de sujets singuliers, des constellations, même pas stables d'ailleurs, dont la réalité n'est pas simplement la résultante de tout un tas de subjectivités additionnées. Il y a de ça, mais il y a aussi quelque chose d'autre. Et on sent bien que là, plus encore que dans le jeu des conditionnements, des déterminismes et des responsabilités personnelles, peut-être que les choses nous échappent un peu plus. Alors que peut dire, entre guillemets, le religieux? Alors je ne parle pas seulement de moi, mais celui qui est dans la situation
une position religieuse, celui ou celle qui est dans une situation religieuse, quand il aborde cette question de la violence collective, de la violence sociétale. Évidemment, je ne parle que de ma tradition, que du point de vue de ma tradition, parce que des fois je déborde un peu, mais sans prétention magistérielle aucune, vous avez compris ça. Il y a un document qui est source, et que nous passons notre temps à arpenter, ça ne vous étonnera pas, c'est la Bible. Et il y a une chose qu'il faut peut-être remarquer, ça peut être utile, c'est que la Bible ne pratique pas la personnalisation sur ces sujets. Ce qu'elle considère en général, c'est l'humain, et au fond, c'est plutôt le collectif, ou c'est le corporatiste. Et donc, elle va le considérer, quelles que soient ses diverses composantes, y compris son potentiel de violence. Mais vous voyez que là, je me situe à un niveau plutôt moral. Enfin, le Adam de la Genèse, puisqu'il existe, c'est un jeu, probablement. Mais c'est aussi un nous. Cet homme-là représente quelque chose qui n'est pas qu'un sujet. Je le dis parce que ça peut paraître un truisme. En fait, tellement souvent, on a tendance à laisser penser qu'il y a quelque part un monsieur Adam. C'est un peu gênant parce que ça plombe beaucoup l'interprétation. Et ce n'est pas simplement, c'est pas rare, c'est pas quelque chose pour les enfants. Ça existe. Enfin, il suffit d'entendre des prédications, même à l'église le dimanche, pour s'en convaincre. Nous savons que les 11 premiers chapitres de la Genèse nous offrent comme une méditation qui est de l'ordre du mythe sur l'humanité, ce qui lui est adverse, ses forces de construction, mais aussi ses forces de destruction, peut-être même ses forces d'autodestruction. Donc lorsque l'on parle de violence, lorsqu'on envisage cet Adam, cet homme-là, qui est lui et plus que lui. Si je laisse ce moment mythique, mythologique, et que je viens à ce que certains disent être le moment historique, je ne sais pas trop comment le prendre, à vrai dire. Enfin, peut-être que là, vous avez plus d'idées que moi, mais quand on en vient à Abraham, on a tendance à dire, voilà, on quitte Genèse 1-11, on rentre dans le cycle historique. Et donc, on aurait là, effectivement, un sujet. Pour le coup, un monsieur Abraham, identifiable. Autrefois, on disait 1850. Je crois qu'on a arrêté de faire ça. Mais... Et donc, ici, on passerait dans le régime historique, mais pour autant, il faut bien percevoir que ce sujet dont l'histoire nous est contée représente encore plus que lui-même. En sorte que sa geste à lui peut être lue et comprise comme la geste de ce segment d'humanité qui va en outre se poursuivre dans sa descendance. Donc, Abraham ou Abraham, selon ces deux modalités, peut être un sujet, mais certainement quelqu'un qui représente plus que lui-même, nous, un nous, là encore, l'humanité. Il y a une chose que je voulais surtout dire, c'est qu'une des grandes leçons de ce que j'appelle le moment abrahamique, ce moment, je le mets dans Genèse 22, c'est-à-dire la ligature d'Isaac. Une des grandes leçons du moment abrahamique, c'est que le divin ne réclame pas le sacrifice de l'humain. Le divin ne réclame pas le sacrifice de l'humain. On l'apprend dans cet épisode d'une intensité paroxystique qu'on appelle la ligature d'Isaac. Et pour autant, comment ne pas remarquer la rémanence dans l'esprit humain d'une sorte de confusion, on a parlé tout à l'heure par rapport aux exigences d'un ordre sur lequel on se met d'accord, a fortiori d'un ordre sur lequel on se met d'accord et qui est garanti par Dieu. On atteint très vite des forces de tension qui sont très grandes. Cette confusion rémanente, elle est la source de bien des violences. Même si on est un peu amnésique sur le sujet, il faut quand même le garder présent à l'esprit. Ainsi, une des grandes constantes de la réflexion et de la méditation biblique, et on pourrait dire plus avant de toute la tradition, c'est de faire droit à cette violence qui est, pour tout dire, omniprésente et qui traverse le corps humain, social comme particulier, à tous les étages. Il y a quelque chose qui est du point de vue de la réflexion biblique, quand on lit le texte comme ça, au fil des pages, il y a un moment qui est assez étonnant dans le rapport avec le transcendant, le tiers transcendant, le divin. C'est une image, mais qui me semble-t-il est significative. C'est l'image du veau d'or.
Exode 32. Cette espèce de moment de lâchage collectif. Un moment qu'on peut se représenter comme un moment de délire du peuple élu, qui se met là en rupture profonde avec tout ce qu'il est en train en réalité de vivre. Don de la loi, rencontre avec Dieu, et en même temps, abandon de tout pour se laisser aller à quoi? Est-ce qu'il faut appeler ça ses démons intérieurs? Peut-être. En tout cas, à quelque chose qui est un autre ordre de référence que celui dans lequel il est invité à entrer. Et cette force de violence-là, que l'on perçoit à ce moment-là, qui est mise en scène par le texte, on peut se dire qu'elle est toujours latente. Elle est toujours latente. Elle est toujours dans le corps social humain. Dans le corps social humain, même avec ses, et surtout avec ses références religieuses. Et elle a partie liée avec le grand péché que dénonce toujours la Bible. Peut-être que c'est le seul vrai péché en définitive, c'est-à-dire l'idolâtrie, le régime de la non-relation. Il y a quelqu'un qui a écrit, alors beaucoup c'est une référence religieuse, qui a écrit sur cette présence de la violence dans la Bible, c'est André Ouénin. Je ne sais pas si vous connaissez ce bibliste. Anne aussi en a parlé à l'occasion. Et son idée, c'est quand même de dire que cette présence dans l'Écriture, cette omniprésence, elle est partout présente, la violence. Et encore beaucoup moins du point de vue des sujets que du point de vue d'un corps entier, d'un peuple élu, de la rencontre de peuples, de masse. Ouénin nous dit que cette violence dans la Bible, elle nous est donnée pour être dépassée, pour être maîtrisée, pour qu'on la visite, pour qu'on n'en soit pas simplement victime, mais qu'on agisse sur elle. En contrepoint à cette violence massive et omniprésente, je note une figure qui a son importance. C'est la figure de l'innocent. C'est une figure biblique assez discrète, et en même temps elle est déterminante. L'innocent, vous en trouvez le portrait dans, surtout Isaïe, 52, 13, 53, 12. Plus avant, vous le trouveriez en Jésus, qui est pour nous la figure de l'innocent par excellence. L'un comme l'autre sont des victimes. Non pas d'une violence qui s'exercerait de sujet à sujet, mais ils sont comme les victimes de forces qui les dépassent infiniment et qui leur tombent dessus pour les broyer. Ils sont victimes d'une vindicte collective et qui n'a pas de vrai visage. On pourrait pointer des acteurs principaux à l'occasion. Vous prenez Jésus, vous pouvez pointer un calife, un Pilate, et ça ne suffit pas. C'est pas eux en tant qu'eux qui lui en veulent, c'est quelque chose d'autre. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que l'innocent donne au fond la clé de la réponse à l'engrenage des collusions maléfiques, sa force d'âme et son silence. C'est ça qui l'oppose à la violence dont il est victime. Sa force d'âme, son silence, son refus d'entrer dans le jeu et sa résistance. Après la Bible, juste un tout petit mot sur les religions dans la violence. Je trouve c'est extrêmement difficile d'en parler. Il se peut, et on ne peut pas tellement l'ignorer, que pour beaucoup de gens, les religions, parce qu'elles sont toutes plus ou moins ex-aequo sur le sujet, soient des générateurs de violence, et pas beaucoup autre chose. On peut risquer un autre point de vue, si vous me permettez, à tout mettre au mieux et sans rien ignorer des ratés qui sont nombreux et massifs à travers l'histoire. On peut aussi penser que les religions, et plus largement ce que j'appelle les forces de l'esprit, parce qu'on n'est pas tout seul au monde, sont des instances propres à conjurer et à combattre les violences. Les religions peuvent être des instances de conscience. Je ne sais pas comment dire mieux que ça, des instances de conscience. Elles peuvent porter jusqu'à un certain point quelque chose qui va ressembler à une utopie. En préparant ces quelques mots, j'ai repensé à un grand texte qui vient de Jean 23, que vous avez peut-être en tête, qui s'appelait Pax in Terris, paix sur la terre. Ce pape écrivait en 63.
dont vous avez en tête à peu près le contexte, les après dans lesquels il écrivait. Il a un paragraphe, c'est le numéro 113 de son texte, où il dit ceci: « Que tous en soient bien convaincus. L'arrêt de l'accroissement du potentiel militaire, la diminution effective des armements et à plus forte raison leur suppression sont choses irréalisables ou presque, sans un désarmement intégral qui atteigne aussi les âmes. Il faut s'employer unanimement et sincèrement à y faire disparaître la peur et la psychose de la guerre. Cela suppose qu'à l'axiome qui veut que la paix résulte de l'équilibre des armements, on substitue le principe que la vraie paix ne peut s'édifier que dans la confiance. » Et il conclut en disant: « Nous estimons que c'est là un but qui peut être atteint, car il est à la fois réclamé par la raison, souverainement désirable et de la plus grande utilité. » Le pape était convaincu que c'était quelque chose de possible. Ces propos peuvent sembler passablement utopistes et complètement décalés à l'heure de tension que nous connaissons encore aujourd'hui. Pour autant, il dit quelque chose qui me semble vrai et que les religions pourraient, pour leur part, prendre vraiment à leur compte. La non-reddition a des logiques et a des puissances de violence et, in fine, de mort. Surtout, il reste vrai dans son affirmation que le chemin du pire n'est pas le seul possible, alors qu'on vit habituellement dans la résignation. Violence il y a, on compose avec. Tout à l'heure vous avez dit ça, mais violence il y a, on compose avec. La notation de fin, vous voyez que là je partage le pessimisme que vous évoquiez tout à l'heure en évoquant un livre dont on ne se défera jamais. La notion de fin de ces quelques mots porterait sur un point précis. En deçà de l'analyse qu'on a pu voir tout à l'heure, il y a quelque chose qui me paraît compter beaucoup dans la... On n'apprivoise pas la violence, mais enfin dans la manière dont on investit la violence, c'est le rôle de la parole. Je pense à la parole, évidemment, des responsables politiques, une parole à laquelle je suis enclin à croire très très peu, si peu que presque pas. Mais je pense surtout à la parole des religieux, qui est problématique de ce point de vue parce que l'instance qu'ils représentent, c'est la plus élevée. Et donc, de soi, leur parole les engage quand même très très lourdement. Il me semble que la place de la parole est décisive à l'égard de ce que l'on peut faire des logiques de violence. En particulier des logiques de violence qui sont diffuses dans des corps humains, sociaux, en présence. Il ne s'agit pas simplement du refus des propos belliqueux. Il s'agit d'une parole qui véhicule un certain regard sur l'humanité, très 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 en amont des moments de friction que l'on peut avoir quand on doit exister ensemble. Il me semble que cette parole, elle est décisive parce que dans la manière dont elle s'adresse à l'humain, elle le convoque soit au meilleur de lui-même, et elle envisage effectivement l'utopie impossible de la paix, de la communion, ou bien, de quelque manière, elle consent, elle se résigne à gérer le pire. Alors même si le réalisme nous enseigne qu'on constate tout simplement que les choses sont ce qu'elles sont, il y a tout de même une ambition qui est livrée, enfin qui échoit aux religions, ce que j'appelle les forces de l'esprit, et qui est peut-être d'aider les humains à gérer cette violence qu'ils portent et dont ils ne peuvent pas se défaire. Je pense ici pour conclure, le type de parole auquel je pense, c'est la parole de prédication. Pour moi, c'est une parole fondamentale, la parole de prédication. Comment est-ce que nous véhiculons le message dont nous sommes dépositaires? Est-ce que nous convoquons l'humanité à son meilleur niveau, ou bien est-ce qu'au contraire, nous véhiculons tout un tas d'éléments qui vont rendre difficile la coexistence, quand il s'agit de groupes à faire coexister, ou bien qui, à l'intérieur des sociétés, vont rendre difficile ou impossible l'existence de minorités ou de sujets par trop singuliers. Voilà, c'est peut-être un peu brouillon, tout ce que je vous ai raconté là, mais c'est une petite ébauche de réflexion, en attendant de voir quel chemin on va esquisser pour parler alors de toutes ces violences qui restent. Donc c'est un chemin qui reste encore à baliser. Et
Donc bon, il faut rentrer dans le détail, voilà ce que je voulais vous partager. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.